Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Monsieur le ministre, Madame la ministre, autorité, c'est un grand plaisir d'être ici, un grand plaisir enseignant d'être ici, et c'est un honneur pour moi. Je commence par m'excuser de mon pauvre français, mais je peux vous assurer que mon arabe est encore pire. Et je peux vous assurer aussi que mon portugais est très raisonnable. Eh bien, on m'a demandé de parler sur cette question, pourquoi l'enseignant est la profession la plus importante au monde, et je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La réponse est simple. Les enseignants préparent les générations futures. Les enseignants sont une source de stabilité sociale. Et les enseignants établissent les dialogues entre les générations. Mais c'est un dialogue spécial. Moi, je peux dialoguer avec vous, en première ligne ici. Ce n'est pas la même chose. Le dialogue des enseignants avec les étudiants, c'est un dialogue qui est multiple. Premièrement, c'est la transmission accélérée et organisée des connaissances. Parce que l'enseignant transmet des connaissances à l'élève. Cette transmission peut être plus active, plus passive, plus intéressante, moins intéressante, mais c'est ça sa fonction. C'est préparer la nouvelle génération avec les connaissances qui ont été développées par l'humanité pendant des centaines et centaines et centaines d'années. Et c'est un miracle de penser qu'un élève, après 5, 10 ans d'école, soudain, il sait ce que c'est une force, que c'est la gravité, ce que c'est l'algèbre, ce que c'est un roman, après quelques années d'école. C'est une transmission accélérée et très organisée. Sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est en même temps de connaître l'élève des élèves, le niveau des élèves. Parce qu'on peut parler sans savoir ce qui se passe avec les élèves. Comment est-ce qu'on va connaître l'élève des élèves? On doit faire des questions, poser des questions tout le temps. On doit établir un dialogue. On le sait avec un dialogue. Et c'est aussi percevoir le sentiment des élèves. Parce qu'on n'est pas des robots. On est des personnes. On est des êtres humains. Les élèves sont des êtres humains. Nous sommes êtres humains. Je veux parler surtout d'un dialogue, c'est le dialogue cognitif, c'est le dialogue des connaissances. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, comme j'ai dit, il y a le dialogue des sentiments, mais le dialogue des connaissances, c'est la base d'un bon système éducatif. Et la base, c'est un curriculum national. Ça, c'est le document fondamental. Ce curriculum peut être développé dans un document, dans dizaines de documents, peut être flexible, peut être développé par les régions ou développé par l'État central. Mais ça, c'est ce qu'il dit, ce que les élèves vont apprendre. Ça, c'est le fondament. Tout commence avec un curriculum national. National ou régional. Ça dépend des pays, ça dépend. Mais tout ça commence avec un curriculum général. Et on doit avoir un système d'évaluation standardisé, national, fait au niveau d'école, et ce qu'on appelle les évaluations formatives. Ce sont des évaluations qui se font seulement pour améliorer les connaissances. On n'a pas l'objectif de donner une note, faire une classification, d'évaluer les étudiants. Et un système d'appui pour les élèves avec plus de difficultés. Je dirais, de mon expérience, l'expérience que je connais au monde, ces 3 piliers sont les piliers fondamentaux d'un bon système éducatif. Mais il y a un partage de responsabilités, parce qu'il y a le curriculum national ou régional, les évaluations centrales, et il y a aussi l'enseignement local, les évaluations locales, formatives et sommatives. Et quelquefois, on parle de ces deux choses-là, ces deux niveaux, comme s'ils étaient très différents. Ils ne sont pas très différents, ils se complémentent. Le curriculum central, c'est un guide pour l'enseignement local. Et
L'enseignant doit adapter la forme de transmission du curriculum national à ses élèves. Il ne peut pas parler sans savoir ce qui est nécessaire pour que ses élèves progressent. Même pour les évaluations, on a les évaluations centrales qui sont nécessaires et les évaluations locales. Formatif et sommatif, les deux choses. Mais ces deux sont relationnés parce que les évaluations centrales donnent une idée du niveau qu'on doit atteindre et aussi soutiennent les professeurs dans sa classe, les enseignants dans sa classe, parce que soutiennent sa demande d'exigence des élèves. Alors ces deux choses sont toujours parallèles et c'est la responsabilité d'un de faire une chose et d'autre de faire une autre chose. Mais ce dialogue est un dialogue spécial. C'est un dialogue dirigé par l'enseignant. Ce n'est pas un dialogue entre comme moi et vous, qu'on dialogue. On peut dialoguer sur le dernier film qu'on a vu et qu'est-ce qu'on pense. Non, c'est un dialogue différent parce que le maître, le professeur, dirige ces dialogues. C'est sa responsabilité. Et il est dirigé à l'élève. Il n'est pas dirigé pour l'air, il est dirigé pour l'élève. Au fond, il y a un curriculum. Et le curriculum aide l'enseignant. On ne peut pas penser comme dans quelques théories et dans quelques pays se passe, on peut penser que le curriculum c'est une chose qui est là et on doit faire une autre. Non, le curriculum c'est une aide pour l'enseignant. Et les examens, au fond, sont aussi une aide pour les enseignants. Parce que les enseignants, et je parlais sur ces deux choses, le curriculum et après les évaluations. Si on regarde ces pays sont en rouge, qui sont moins bien dans ce moment, en vert sont ceux qui sont un peu mieux, mais ça c'est une carte qui n'est pas la meilleure, parce que si on regarde ici, Singapour, 5,9. C'est Singapour, ça c'est les points PISA. Et si on regarde l'Australie, 900, comment est-ce qu'on dit, 87. Et c'est une grande différence. Les points du PISA sont des points qui sont difficiles à interpréter, mais beaucoup d'experts estiment que quelque chose comme 30 points PISA, ou 25 disent d'autres, ou 20 disent d'autres, c'est l'équivalent à une année d'école. Une année d'école. Alors ça veut dire que Singapour est bien avant la Finlande, par exemple. Bien avant, 2 ans. Ça veut dire que les élèves de Singapour connaissent, à la fin de la scolarité, sont 2 ans avant les élèves de Finlande. Et la Finlande, c'est un pays raisonnable pour le PISA. Et si on regarde les autres pays comme Pérou, Colombie, Brésil et tout ça, on voit qu'ils sont, combien? 5 ans. 5 ans. Il y a 5 ans d'écolarisation, de différence entre ces pays. Mais regardons les mieux pays, ceux qui marchent le mieux. Singapour, Macao, Taipei, Japan, Corée, Hong Kong, Estonie, c'est le mieux pays en Europe en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font pour être si avancés? Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un curriculum très bien structuré. Et ce curriculum est dirigé aux connaissances, est guidé par les connaissances et ce n'est pas guidé par des compétences vagues. Ils ne disent pas « Oh, les élèves doivent avoir un esprit critique ». C'est bien d'avoir un esprit critique, mais pour ça, on doit étudier. Moi, j'ai aucun esprit critique pour la médecine, je vous assure. Mais je vous assure aussi qu'il y a quelques fois que je vois des erreurs dans des démonstrations mathématiques. L'esprit critique devient de la connaissance. Et les pays qui sont mieux sont des pays qui développent les connaissances et après développent les compétences.
mais les connaissances sont la structure du curriculum. Et alors, on dit quelquefois, mais regardons, ça c'est très commun de le dire, Singapour, ils sont des robots, ils n'ont pas d'esprit critique, ils sont des étudiants qui connaissent tout par cœur, mais ne sont pas bons dans l'esprit créatif. Le PISA de l'OCDE a fait pour la première fois une enquête sur la créativité des étudiants et a fait des questions dans le PISA sur la créativité, des questions comme compléter ce dialogue-là. Faites un poster pour annoncer une conférence, pour annoncer une autre chose. Faites un dessin pour illustrer ce conte-là, ce roman-là. Ça, c'est ce qu'ils ont mesuré de créativité. Et après cette enquête-là, et avec les mesures de créativité, on ne peut plus dire que Singapour, Macao, Japon et tout ça, ce sont des pays pas créatifs. Parce que regardez ce qui se passe ici. C'est que ici, on a mathématiques en bas et en vertical, le pensement créatif. Je m'excuse que ça, c'est en portugais. Mais vous voyez que Singapour, Corée, Estonie, Canada sont des pays qui sont bien avant en créativité. Et il y a une grande relation entre les connaissances mathématiques et la créativité. Qui pensera ça? Qui pourrait penser ça? Mais ça veut dire, vous voulez être créatif, étudiez mathématiques. Ça ne devient pas immédiatement, mais c'est une chose bonne pour la créativité, c'est d'étudier et de connaître des mathématiques et des sciences et de la langue, bien sûr. Alors, et en même temps, j'ai dit que ça, c'est le curriculum bien structuré. Et la deuxième chose que j'ai parlé, c'est l'évaluation. Et j'ai dit que les examens aident l'enseignant. Alors, voyons, il y a des études internationales qui montrent bien l'importance des examens centrales. PISA a apporté tant de données qu'en 2005, on a déjà été capable de voir l'association entre les examens dans certains pays et les résultats de ce pays en termes cognitifs. Et ça, c'est une étude, une des premières études qui ont été faites et qui montre, ici, ce graphe, le zéro, c'est comme que pas d'examen et des autonomies scolaires. Alors, on est là. Appelons ça zéro. Et après, on peut s'améliorer. Par exemple, si on fait de l'autonomie scolaire, les choses s'améliorent un peu. Alors l'autonomie, c'est bien. Si on fait examen central et pas d'autonomie, les choses s'améliorent encore plus. Mais le mieux, c'est quand les examens centrales sont associés à une autonomie d'école. Ça, c'est de la responsabilité. C'est de l'autonomie, mais de la responsabilité. Et ça, pour la plupart des pays étudiés, c'est ce qui marche le mieux. Ça, c'est fait en 2005. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de données. Et PISA, Teams et ces enquêtes internationales ont fait une chose, ont apporté des données qu'on n'avait pas avant. Pensons ça. Maintenant, sur PISA, sur Teams, sur Pearl, sur ces enquêtes internationales, on a des données sur des millions d'étudiants, sur des dizaines et dizaines, presque une centaine de pays, et sur données qui viennent de 1995 jusqu'à aujourd'hui, 2022, c'est le dernier PISA. Alors, on a beaucoup de données. Et ces données ont été étudiées par un autre groupe d'économistes, et par d'autres personnes, mais cette étude-là, c'est séminale, comme on dit, ce que je vais vous montrer, que c'est de deux économistes d'éducation. Eric Hanushek, c'est peut-être le meilleur économiste d'éducation qui existe dans ce moment au monde, c'est un des deux plus cités, et Annika Bergbauer. Et ils ont regardé le PISA et ces enquêtes internationales et ont vu ça. Qu'est-ce qui se passe quand un pays introduit des examens
Et qu'est-ce qui se passe quand un pays retire, abandonne les examens? Et ça, avec des données de 1995 jusqu'à 2022, ça nous apporte beaucoup de données sur beaucoup de pays. Et les conclusions, j'ai des graphes ici, je ne vais pas... 2 millions d'étudiants, 59 pays. Je ne vais pas entrer dans les graphes, mais je vais vous dire les conclusions centrales. Et les conclusions sont, pour les pays moins performants, les tests standardisés externes sont très importants. Pour les pays plus performants, ce n'est pas exactement la même chose. Et même si on fait des tests tous les jours, comme quelques pays ont fait, ça, c'est pas bon. Mais regardez nous-mêmes, regardez le Portugal, regardez le Maroc, on n'est pas encore très performante. Alors, on a besoin des examens, on a besoin d'évaluation centrale. Ça améliore notre système. Je ne veux pas entrer dans les problèmes politiques du Maroc, pas du tout. Ça, c'est pour Monsieur le ministre, mais et pour vous de discuter tout ça. Mais ça, ce sont les enquêtes avec beaucoup de pays et avec beaucoup d'étudiants. Mais il y a une autre chose aussi. Il y a une autre chose qui c'est l'évaluation formative. Et quelquefois, les personnes disent « Oh, c'est pas pour avoir des tests qu'on apprend. On apprend quand on enseigne, quand on étudie. C'est pas pour faire des tests. » Mais la psychologie cognitive moderne n'est pas d'accord avec cette idée. Et à la fin du XXe siècle, et après, au début de ce siècle-là, ont été fait beaucoup d'études sur ce qu'on appelle l'effet test. Effet test. Par exemple, si un étudiant lit un livre d'histoire et va étudier l'histoire, et après il va étudier pour un test le jour suivant, ou il va étudier pour la classe, et il lit le livre une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe avec cet étudiant? Il lit le livre une deuxième fois et il dit « Ah, ça je connais. Ah, ça je connais. Ah, j'ai déjà vu ça. Ah !» Il ferme le livre. C'est ce que les psychologues appellent l'illusion de la connaissance. Parce qu'on a entendu quelque chose là. Ça nous rappelle quelque chose. On pense qu'on connaît ce sujet-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ses connaissances? C'est se tester à soi-même. C'est pour ça que les manuels scolaires, qui sont une chose fondamentale dans l'éducation, les manuels scolaires, les bons manuels scolaires, ont des questions à la fin du chapitre. Et quand l'étudiant regarde les questions, il pense « Oh, je ne savais rien. Je pensais que je savais tout, mais je vois que je ne savais rien. » Et ce que les psychologues ont découvert, c'est que cette interaction, question, pensée, réponse, question, pensée, réponse, correction, confirmation, question, réponse, ça fait comme que tourner le cerveau. Et ça améliore les connaissances. Et dans les paroles des psychologues modernes fondateurs de ces études-là, le cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur. Parce qu'un ordinateur, quand on a quelque chose en mémoire, ce n'est pas pour le retrouver beaucoup de fois que la mémoire est plus solide. Non. Mais pour le cerveau, non. Quand on retrouve les mêmes choses beaucoup de fois, la mémoire se développe et se consolide. Et chaque fois qu'on pense encore sur ce sujet-là, on va penser d'une façon un peu différente. On va faire des relations un peu différentes. Et ça va nous aider à consolider nos connaissances. Ça paraît qu'il y a une vie propre. Et ici, j'ai 4, je m'excuse encore, c'est en portugais, 4 choses importantes de la psychologie cognitive moderne. La première, c'est la pratique de la récupération, c'est ce que je dis, c'est l'effet test. La deuxième, c'est étudier d'une forme décalée, pas toujours tout dans une soirée, étudier un jour, la semaine prochaine encore une fois et tout ça. La pratique intercalée, ça veut dire
n'étudiez pas les mathématiques tous les jours et le jour suivant étudiez seulement de l'histoire. Non, un peu d'histoire, un peu de mathématiques, 1 heure d'histoire, 2 heures de mathématiques, quelque chose comme ça, c'est mieux. Et la pratique de l'élaboration, ça veut dire, faites des résumés, faites des notes, pensez à ce que vous avez dit. Les rédactions sont très importantes et les enseignants ont raison de demander à ces étudiants des rédactions. Si vous voulez prendre une photo, mais je sais que vous ne comprenez pas le portugais, mais il y a une traduction en espagnol et vous pouvez, aujourd'hui dans le YouTube, vous pouvez mettre des sous-titres en arabe, en ce que vous voulez. Ça, c'est fait par l'initiative Éducation, c'est une organisation fondationnelle où je travaille maintenant. Et je suis fier parce que je crois que ça, c'est très utile. Eh bien, je parlais des dialogues structurés, mais regardons encore les études internationales. Parce que, quelquefois, on a les techniciens, les experts de PISA ou de l'OCDE en disant des choses qui, nous les enseignants, croyons qu'ils sont questionnables. Mais regardons ce qu'ils apportent, les enquêtes internationales qu'ils-mêmes ont fait. Alors ça, c'est PISA 2015, c'est la seule fois qu'ils ont fait des enquêtes sur l'enseignement, des sciences en ce cas-là, sur les méthodes d'enseignance et voir quelles sont les méthodes d'enseignance qui marchent bien et quels sont ceux qui ne marchent pas bien. Et ici, on voit que le facteur fondamental, c'est la situation socio-économique des élèves. C'est naturel, tout le monde le sait, c'est pas une chose commandable, c'est une chose qu'on doit combattre. L'effet socio-économique ne doit pas être déterminant, mais c'est toujours un peu déterminant. Après, on a le Index of Teacher Directed Instruction. Ça veut dire l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, ça marche très bien. Regardons, ça marche très bien. L'enseignement explicite, c'est l'enseignant qui désigne les choses et qui commande la classe. Commande en regardant ses élèves, mais commande la classe, fait un plan de la classe. Ça marche très bien. Il y a une chose qui paraît n'est pas très importante, c'est le temps des classes. Au contraire, quelquefois on pense, on doit l'enseigner 4 heures par semaine, c'est pas suffisant, on doit faire 10 heures par semaine. Calme. Voyons, parce que si l'enseignement fonctionne bien, peut-être 4 heures sont mieux que mauvaises 10 heures. Et après, qu'est-ce qui est négatif? Index of Inquiry-Based Instruction. C'est le contraire que beaucoup de fois les techniciens de l'OCDE nous disent. Mais ces études montrent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien sûr, on doit faire... Ça ne marche pas aussi. C'est ça qui ne marche pas. OK, merci. Et ça marche maintenant? OK, très bien. Ça a un problème, c'est que d'habitude, je fais comme ça et on n'entend pas. Mais je vais essayer d'être discipliné. Bien. C'est le contraire de ce qu'ils nous disent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire de faire les étudiants, diriger les étudiants pour faire des découvertes, pour faire des expériences, pour faire des projets. Non, ils doivent faire des projets. Mais ce n'est pas les projets l'essentiel, et les projets sont nécessaires après qu'ils maîtrisent les sujets qu'ils vont étudier, qu'ils ont étudiés. Et ça, c'est le contraire de exactement ce que l'OCDE d'habitude dit. Mais les études et l'étudiant a été retenu, bien sûr. Et alors, il y a ces deux choses-là qui sont Teacher Directed et Inquiry Based. Teacher Directed, c'est bon. L'enseignement explicite, c'est bon. Les projets, c'est bon. Mais quand les étudiants maîtrisent, et ce n'est pas les projets qui vont commander toute l'enseignance, c'est ce que les résultats disent. J'ai un livre, je vais faire propagande d'un livre que j'ai écrit ou que j'ai commandé parce que vous pouvez... C'est open access, ça veut dire que
je ne gagne rien si vous, si vous déchargez ce livre-là, mais il y a une grande discussion sur ces thèmes-là. Alors, si vous êtes intéressé à voir ce livre, on prépare maintenant un autre sur le nouveau PISA, mais il va sortir en novembre. Eh bien, je parlais des dialogues. Mais les dialogues ne sont pas faciles. Il y a une art de poser des questions. Par exemple, j'ai ici un exemple. Poser des questions inattendues. Ça, en anglais, ça se dit cold calling. On est dans la classe et après on demande quand était la bataille de Napoléon d'Austerlitz. Mais on peut le faire de beaucoup de façons. On parle de Napoléon et après on peut faire comme ça, faire une question. Le meilleur, c'est pas faire une question comme j'ai fait. Quelle année la bataille d'Austerlitz? C'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est poser la question. La bataille d'Austerlitz, ça s'est passé quand? Et après, attendre un peu. Je m'excuse, c'est encore en portugais. Attends un peu. Et après, dire à un étudiant, alors la bataille d'Austerlitz, c'est quand? Toi, Marie. Et Marie, ça fait que toute la classe pense à la question et après, Marie est surprenue par la question, mais elle ne devrait pas être. Et si on fait ça beaucoup, souvent dans la classe, c'est une art de poser questions pour les étudiants, pour maintenir toute la classe éveillée. OK? Et alors, ça veut dire que ça, c'est toute une art et c'est un dialogue qu'on doit faire. On doit maîtriser. Et l'art de l'étude ça a une vie propre. OK. OK, c'est tout ancien. 5 minutes, très bien. Alors, j'ai parlé du curriculum central, j'ai parlé de l'art de l'enseignant, et l'enseignant a le curriculum et des évaluations centrales qui donnent des objectifs. Et ça, c'est très important que tout le monde connaisse. Et c'est très important que les étudiants sachent ça. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on doit maîtriser. Mais après, il y a la réalité des étudiants. Et c'est pour ça que je dis on ne peut pas parler. On doit parler, on doit questionner les étudiants, on doit être dans un dialogue permanent. Et ça sont les difficultés de l'enseignant. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une chose qui s'appelle teach at the right level. Ça veut dire, on doit enseigner, mais on doit enseigner d'une façon que l'étudiant nous suive. Si l'étudiant ne nous suit pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Alors, on doit parler d'une façon que l'étudiant nous suive. Mais, on doit avoir des objectifs. Et tout ça, c'est ce que quelquefois on appelle zone proximale de développement, qui c'est l'idée qu'on doit être avant de l'étudiant, mais pas trop avant, parce que si on est trop avant, l'étudiant ne comprend pas ce qu'on dit. Mais le dilemme des enseignants, le vrai dilemme des étudiants, des enseignants, c'est un dilemme qui vous tous les jours avez, c'est on doit les enseigner, on doit les faire progresser, on a des objectifs et en même temps on voit ces difficultés. Et on a la tentation, on a deux tentations. On a la tentation de parler parce qu'ils doivent apprendre, alors je parle, et on a autre tentation qui est ne pas parler, regarder les étudiants et enseigner seulement ce qu'ils peuvent apprendre immédiatement. Et le dilemme de l'enseignant, c'est celui-ci. Il doit parler pour arriver là et il regarde les étudiants qui sont là. Et comment est-ce qu'il va parler d'une façon que les étudiants qui sont là progressent jusque-là? Ça, c'est le vrai dilemme de l'enseignant. Et ça, c'est l'art de l'enseignant et c'est ça qui fait l'enseignant la profession la plus importante du monde. Merci à vous.